Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic, l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui, je suis accompagné de Tim, amateur de galettes et fidèle de l'ordre du Cubab. Bonjour Tim, Bonjour, comment Lucas. ça va ? Très bien, et toi? Ça va très bien, petit cube ce soir, Oui. voilà, on était 4, donc Suffisant. suffisant exactement. C'était bien sympathique, on a cubé le cube artefact. Mhm. Et puis j'ai 3 euros parce que voilà. Avec mon petit deck Lurus, il était hyper rigolo. Écoutez-le, il était très cool à voir. Voilà, donc c'est pour ça. Oui, vous voyez, il vous dit de m'écouter, donc écoutez-moi. Voilà, c'est littéralement ça qu'il dit, le monsieur. Et le tien était un peu rigolo. Tu jouais soudeur, tu jouais portail, tu faisais de la grande magie, mais... Globalement, j'avais différentes manières d'essayer de jouer des portails et des gros artefacts, mais entre les deux, ça manquait de consistance. Légèrement. Voilà. T'as une grosse pièce de viande, mais pas d'accompagnement, pas de... C'est ça. Voilà, Et une fois sur deux, la viande est un peu cramée, mais t'inquiète, ça se fait. c'est dans le plan. Aujourd'hui, Tim, Mhm. tu as piqué ma curiosité, parce que tu m'as dit, Lucas, j'ai un truc dont j'aimerais te parler. Mhm. Un morceau de cube, voilà, en cours de création. Et j'aimerais avoir ton avis dessus. Moi, déjà, mon sang ne fait qu'un tour. Avec grand plaisir, j'ai envie de dire. Mhm. Mais est-ce que c'est pas l'occasion d'en échanger ici, au Maître Cube, pour justement vous montrer à quoi ça peut ressembler, des réflexions. Alors, avec toute la plus grande subjectivité du monde, et on n'a pas la prétention de détenir la vérité ou le savoir absolu, hein, évidemment. Il y a peut-être des takes qu'on aura dans l'épisode avec lesquels vous serez fortement désaccord. Eh bien, si c'est le cas, mais faites-vous plaisir, dites-le moi en commentaire. Voilà. Puis pour moi, c'était l'occasion, je savais que je voulais parler de ce projet de cube à Lucas, et le fait de le mettre en podcast, c'est aussi une manière de structurer la discussion qu'on va avoir, tout en gardant un petit sérieux, parce que je sais que sinon, ça va rajouter 2-3 cartes. Mais donc là, ça va me forcer. Alors, ça me forcer déjà à pas te proposer que des cartes pourries à rajouter, et ça va me forcer à ne pas dire c'est de la merde à chaque fois que tu me montres un truc juste pour le plaisir de te troll. Tu vas le faire quand même, juste tu vas le couper au montage. Exactement. Donc vous aurez qu'une petite partie de toute cette bonne humeur, mais on va essayer quand même de vous en dispenser le maximum. Tim, ce projet de cube, déjà, j'étais très surpris, agréablement surpris quand tu m'en as parlé. J'étais pas du tout au courant que tu bossais sur un cube. Tu t'es mis là-dessus il y a combien de temps ? Ça va dépendre. Combien de temps j'ai l'idée, ça va peut-être faire 2-3 ans, je pense. Pas mal. Que l'idée traîne dans ma tête. J'ai commencé, je pense, il y a 6 mois à mettre des bouts de cartes. Juste, tiens, cette carte, ça rentrerait bien là-dedans. Et du coup, je commence à avoir un peu plus une carte mentale du cube en tête. Et j'ai vraiment essayé de faire un brouillon de liste il y a 2 semaines. J'avais du temps. Et donc, je me suis mis à faire des recherches Scryfall et ajouter plusieurs centaines de cartes. Essayer de voir, compter, faire des maths. Et du coup, j'ai un petit bout de liste. C'est trop cool. Ma première question, en fait, donc on va essayer de faire ça en plusieurs temps. Déjà, dans un premier temps, donc j'insiste pour celles et ceux qui nous écoutent, je ne connais absolument pas la liste. Comme je vous l'ai dit, j'étais même pas au courant qu'il y avait une liste avant. Il y a de cela, Un kebab. Voilà, c'est ça. Un cubab. Attention, Cubab, pardon. pas n'importe lequel. Celui d'après cube, il a meilleur goût. Il y a à peine quelques heures, j'étais pas au courant que ce cube existait, en tout cas cette ébauche de cube, donc je ne connais pas la liste. Je sais même pas de quoi il s'agit. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, toujours à l'aveugle, puisque je n'ai pas regardé la liste, ça va être, je vais te poser des petites questions pour essayer de comprendre un peu tes intentions design, ton cheminement. Ensuite, ce qu'on s'est partagé, c'est que je vais jeter un coup d'œil à la liste. Alors, je pense que je vais vous épargner les moments de silence pendant lesquels je vais juste lire des cartes, évidemment. Tu vas pas lire à voix haute les 400 plus cartes qui sont sur la liste là ? Non, je vais pas les lire à voix haute. Ce serait un truc Pour de nos sauvage. auditeurs. Non mais ce serait un truc de sauvage, on est d'accord. Donc je vais les lire dans ma tête pour les épargner. Par contre, je vais évidemment pas couper au montage tout le temps. Voilà. Non, plus sérieusement, on va vous épargner tout le temps où je lis ces cartes-là. Mais par contre, l'idée, ce sera ensuite d'en échanger et de justement discuter de mes réactions, de mes premiers retours, que ce soit... Enfin, ça va être des retours à chaud, hein, objectivement.
quand vous observez une liste, quand vous étudiez une liste, et même une liste qui est bien poncée, qui est bien peaufinée, il faut vraiment que vous vous disiez que la première fois que vous allez y jeter un coup d'œil, c'est impossible de comprendre toute la subtilité et les ramifications qu'il y a dans le treillis, dans le réseau de cartes qui a été posé. C'est pas forcément un problème. D'ailleurs, c'est une des choses qui est hyper agréable dans le cube, c'est que si au premier coup d'œil vous pouviez résoudre un format, ce serait pas très intéressant. Donc j'aurai sûrement des takes qui vont être un peu à côté de la plaque, mais justement Tim pourra me partager ses intentions et ça sera aussi des manières de challenger certains des trucs. Oui, ou à l'inverse, peut-être que je pourrais te dire des trucs qui te sont constructifs. à l'inverse, peut-être que si tu ne vois pas des choses qui, moi, me semblaient évidentes, peut-être que c'est qu'elles ne le sont pas vraiment, et donc que j'aurais quelque chose à changer pour plus accentuer ce point, ou alors que juste c'est un point qui ne résonne pas avec les joueurs avec lesquels je vais sûrement essayer de cuber cette liste. Donc, revoir ce point-là. En sachant que, histoire de nuancer quand même, j'ai pas encore fait cet épisode, c'est un épisode que j'aimerais vraiment faire. Je suis en train de le préparer dans mon coin, mais j'aimerais bien faire un épisode sur justement le playtesting de manière générale dans le contexte du cube, mais pas que. Et une des choses qui est hyper importante à comprendre, c'est qu'un exemple n'est pas preuve. C'est pas parce que moi je vais pas avoir quelque chose que personne ne le verra, mais par contre c'est toujours un premier indicateur qui peut vous aider à vous poser des questions. Et c'est globalement comme ça qu'il faut le prendre, c'est-à-dire une première prise de température et que ça vous... Le but c'est que ça t'aide au final à te poser, est-ce que toi tu te poses des questions et derrière les réponses que toi tu y donneras, c'est ça qui sera constructif pour le cube. Est-ce qu'on se lancerait pas? Oui, je pense qu'on est parti. Ma première question, Tim, en fait c'est ma deuxième, parce que j'ai déjà posé une première question qui était quand est-ce que tu as eu Qui tient les l'idée? comptes. Voilà. Donc ma deuxième question officielle, ça va être, c'est quoi ton idée de départ? Tu dis que c'est une idée que tu as eue il y a 2-3 ans déjà, donc j'imagine que tu t'es pas juste dit je vais faire mon propre version d'un cube Modern Legacy. Je sais pas, je pense qu'il y a une petite dose d'originalité par rapport à ce que tu viens de décrire. L'idée de base du cube, c'est que moi, j'aime énormément le Magic compétitif. Et étant relativement jeune par rapport à la moyenne d'âge des joueurs de Magic, il y a des époques, et donc des decks, des formats que je n'ai pas connus, mais dont j'ai entendu parler, dont j'ai regardé des captations vidéo. Et certains de ces decks, je les trouve incroyables, que ce soit dans la manière dont ils fonctionnent, dans les conditions qui ont permis leur existence. Et un certain nombre de ces decks compétitifs, soit qui ont fait des performances, soit juste qui ont marqué un moment de l'histoire de Magic, sont dans le passé et n'existent plus. Et donc, j'avais quand même envie de retrouver la sensation de pouvoir jouer certains de ces decks. Et donc, le cube me semblait un endroit approprié parce que, je vais pas mentir, recréer des decks compétitifs de Magic dans d'autres formats, c'est des choses que j'ai déjà essayé de faire, notamment en Commander multi. Reprendre des archétypes du passé et les réadapter au multi, c'est pas forcément très satisfaisant, et le cube me semblait être un environnement relativement bien propice à ça, la consistance en moins, mais ça me semblait intéressant d'essayer, et du coup j'ai commencé à réfléchir à quels archétypes, quels decks j'aurais aimé voulu, et donc au fil des mois... J'aurais aimé voulu, ouais. Oui, il est 11h, donc la grammaire, elle est partie se coucher. Nous, ça pas marche. encore. Voilà. Non, mais j'ai aucun problème. La grammaire étant jeune, elle a le droit d'aller se coucher plus tôt. Ça doit être ça. Ou à l'inverse, peut-être que c'est parce qu'elle est vieille, l'un ou l'autre. Oui. Non, mais je t'ai pas du tout fait perdre le fil Non, de ce que tu disais. Non, c'est Qui voilà. ferait ça? Donc tu me disais, c'est quoi les decks que tu aurais aimé voulu? Voilà. Quels sont les decks que tu aurais aimé voulu, Tim? J'aurais beaucoup aimé voulu voir. Oui. Non mais oui, c'est presque... Là, t'es à 2 doigts de faire un truc français, donc tu feras attention. Parce que on se rapproche de plus en plus d'un truc qu'on peut comprendre. Je pense que tu mets 2 doigts dans ma gorge et je serais plus audible. Donc, tu aurais aimé voulu quoi comme deck, Tim? Et je vais essayer de te donner des indices, mais j'aimerais que tu les devines aussi en regardant la liste. Il y en a un certain nombre où il y a des cartes qui seront l'équivalent de gros signposts de « Ah bah oui, ça c'est ce deck de telle époque ». Et il y en a d'autres, c'est un peu plus obscur. Mais dans l'ensemble, on est sur du Magic relativement moderne. Globalement, on va pas aller plus loin que les années 2010, peut-être un petit peu avant, mais en tout cas, on va jamais aller dans du old frame. Ok, c'était ça la question que j'allais te poser parce que en fonction des formats, les decks sont pas du tout les mêmes. Si tu as essayé d'émuler des decks de format Legacy, c'est évidemment pas du tout la même chose que si tu as cherché à émuler des decks du format Pioneer
qui n'existait pas avant 2017, 2019, 2015. Je dirais 2015, ouais, plutôt Non. par ces Non, eaux-là. c'est un peu après, mais bref. En tout cas, Voilà. dans ces eaux-là. Et dans tous les cas, ça a été aussi un des points sur lesquels j'ai eu des difficultés pour monter cette base de liste. C'est que oui, il y a des decks qui vont plutôt sortir d'un format moderne d'une certaine époque, d'autres même de format standard. Mais du coup, comment est-ce qu'on essaye d'adapter l'expérience de ces decks d'un standard d'une certaine époque à un format de cube où il va cohabiter avec un certain power level de moderne potentiellement. Le truc, c'est que ça dépend tellement, c'est ce que tu disais, mais en fait, ça dépend tellement de quel deck, de quel format, de quelle époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les decks de standard, ils n'ont pas grand-chose à envier aux decks de moderne d'il y a 10-15 ans. Et je pense que ça, c'est une des choses qui est difficile à se représenter quand on n'a pas connu le moderne de l'époque, mais le rythme des parties était différent, la qualité des menaces était différente. Faut vraiment que vous vous disiez que le Rhino de Siège, ça a été joué en moderne, c'était une très très bonne carte en moderne. Aujourd'hui, pour 4 mana, une 4-5 trample qui draine de 3, c'est vraiment pas suffisant parce qu'en fait, ça n'avait pas de carte advantage. C'est une carte qui est solide, mais c'est tout. Aujourd'hui, les cartes qui sont en standard, c'est des Quantum Riddler en fait. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que les cartes qui sont jouées en moderne aujourd'hui, c'est soit des cartes de Modern Horizon, soit des cartes qui sont en standard. Et ça change énormément le paradigme, donc des standards récents contre des modernes plus anciens, c'est pas choquant en fait. Ok, donc de ce que je comprends, potentiellement il y a des trucs de différents formats, mais plutôt standard et moderne, c'est ça ? Il y a quand même quelque chose entre les deux, mais oui. Ok, d'accord, ça marche. Et donc, sur des trucs assez récents, tu as essayé de mettre de quoi émuler des decks extrêmement récents ou tu t'es quand même donné une certaine limite haute à partir de laquelle tu te dis là, ça m'intéresse plus de représenter les decks qui sont en ce moment en standard ou ce genre de trucs, ou tu t'es pas fixé de limite ? Il y avait quand même l'aspect nostalgie, donc je me suis empêché de faire des trucs trop récents, mais pour autant, j'avais pas de limite fixe. Donc, notamment, il y a un archétype en particulier qui prend des cartes relativement récentes, de l'année dernière ou de celle d'avant. Donc, j'ai pas de date limite butoir comme pour un format non rotatif ou non éternel, mais j'ai essayé de pas aller dans bébé taupe. Voilà, ce genre d'aberration trop récente, j'avais pas envie. C'est bien bébé taupe. Oui. C'est un bébé ? Oui, c'est vrai. Une taupe. C'est mignon. De raison de le... Non, pardon. Voilà. Du coup, moi, ma question, elle va être, est-ce qu'il y a des cartes de Modern Horizon ? Il y en a sûrement. Et je vais anticiper ta question suivante. Il y a aussi quelques cartes d'Universes Beyond. Eh oui. Non. Mais bientôt dans Magic, n'oublie pas. Mais c'est quand il y avait vraiment des synergies qui me semblaient intéressantes. Et les mettre, même en me disant c'est pour le bien de l'environnement de jeu, me faisait mal. Du coup, c'est pas des cartes que ça me gênerait de cut. Sauf si vraiment ça rend un archétype beaucoup moins bon de ne pas l'avoir. Ok, ça marche. Donc, voilà. L'autre question que je vais te poser, parce que c'est rigolo, parce qu'on a une personne dans notre playgroup que tu connais pas trop mal, Tobias, qui a construit un cube Duel Commander. Une des premières choses en fait auxquelles il s'est confronté, c'est que quand tu essayes de reproduire des decks de construit, alors c'est plus vrai encore en Duel Commander, parce qu'en Duel Commander, ce sont des decks singletons en plus, donc la proximité est plus grande. Oui. Comme tu l'as dit, il y a des vraies problématiques de régularité en fait quand tu passes d'un format avec des playsets de 4 cartes à un format singleton, quand même ta taille de deck est plus petite. Ça, on y reviendra après. Mais un des problèmes, c'est quand tu essaies d'émuler des decks de construit, qu'est-ce qui fait que dans le draft, une fois que tu as choisi un peu ton deck, que tu n'as pas des choix un petit peu évidents, parce que si jamais tes lanes, elles sont clairement définies, tu te dis, moi j'essaie de drafter le deck F, qu'est-ce qui me dit que du coup je vais pas, du moment que personne n'est sur mes lanes, récupérer les cartes qui sont spécifiques à ce deck, etc. Et c'était encore plus problématique dans le cube de Tobias parce qu'il y avait ces questions d'identité colorée qui venaient rigidifier les lanes, mais en tout cas, ce qui fait que le format de cube, les formats de limité en général sont intéressants, c'est que effectivement, ce sont des formats de limité, c'est-à-dire que vous avez une phase de construction qui est riche et intéressante, vous avez des opportunités où tu essayes de te dire, est-ce que là, je mettrais pas justement cette carte-là qui, de base, ne rentrerait pas dedans, mais en fait, ça synergie avec ce que j'ai déjà, etc., etc.
Eh bien, j'imagine qu'il y a un point que j'ai pas dit sur la base du cube, c'est que la majorité de ces decks compétitifs ont un point commun. Ils vont tous jouer avec une zone du champ de bataille, le cimetière. Et donc, ça permet d'avoir beaucoup de cross-pollinisation entre certains archétypes et certains sur lesquels on se dirait pas il y a des liens. Mais peut-être que tu vas regarder la liste et tu vas te dire, bah si, c'est évident que ça, en fait, ça rentre quasiment dans tout. On va voir à quel point mes intuitions sur ces pollinisations étaient bonnes ou non. Oui, complètement. Là, pour le coup, et, encore une fois, hein, je le dis, je suis toujours à l'aveugle, donc je sais pas trop, je sais pas trop où est-ce que ça va, mais ça me permet un peu de mieux de comprendre tes intentions, et ça, c'est le plus important dans un premier temps. Quand tu t'es dit, j'aimerais bien pouvoir reproduire ces decks-là, est-ce que ton objectif c'était davantage que les gens ils aient le sentiment de jouer les decks de l'époque ou de reproduire une méta de certaine époque? Parce que j'ai l'impression que comme tu as mélangé des métas différentes, l'ensemble, lui, va pas ressembler à une méta qui a déjà existé en fait. L'ensemble, clairement pas. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment l'idée d'émulation. Donc, comme pour un jeu vidéo, c'est vraiment donner la sensation de jouer ça. Là, je parle vraiment du principe joueur, un seul joueur. Donc, par exemple, émuler un jeu de Game Boy, bah oui, vous allez pouvoir jouer au même jeu, mais vous aurez absolument pas les mêmes conditions autour. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir, bah oui, vous allez appuyer sur les mêmes boutons, vous n'aurez pas la même sensation tactile, mais ce sera la même chose. Et c'était ça le but, de pouvoir relancer les mêmes cartes dans un deck qui donne la même sensation. Alors après, vous n'allez pas affronter les mêmes decks. Peut-être que par le hasard, vous affronterez un deck qui vient de la même époque, mais il y a peu de chance. C'est quoi la première carte que tu as ajoutée dans ce cube, Tim? Ça va en dire beaucoup. Arclight Phoenix. Tu sais que j'ai failli parier. Ça m'étonne pas. Voilà. Je sais que t'adores le Izet. Ouais. Je sais que c'est des couleurs que t'aimes vraiment beaucoup. Et je me suis dit, bon, cimetière, j'imagine qu'il va y avoir un phénix à un moment. Et voilà. Mais par contre, du coup, je vais te poser la question qui tue. La question qui tue, c'est, ok, tu joues un deck Arclight Phoenix. Ce qui est fort quand tu joues Arclight Phoenix, et c'est la même chose quand tu joues Vengevine, que j'imagine qu'il y aura, évidemment. Voilà, mais c'est sûr, mais tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. Attends, je vérifie, remove 4. Ce qui est fort en général dans ces archétypes, et là je parle vraiment d'archétypes, je parle pas d'un deck qui joue avec son cimetière et qui a une Vengevine qui se perd. En fait, c'est d'en avoir plusieurs. Parce que le commit de votre plan de jeu vous demande pas mal de concessions. Si vous arrivez à envoyer qu'un seul, l'impact il est assez faible. Et si vous le faites exiler, vous en avez plus. Comment est-ce que tu t'es confronté à ce truc-là? Est-ce que pour l'instant, tu as assumé le qui vivra verra, ou est-ce que tu as fait des choix qui vont venir en contradiction avec la logique de Singleton? Non, j'ai pas voulu briser le Singleton. Je me pose encore la question pour la mana base par contre, mais ça on en reparlera plus tard. Et par contre, j'ai pas non plus totalement dit qui vivra verra. Dera. T'aurais aimé voulu de toute façon. Oui, bah, tous les jours. Non, j'ai essayé de faire des choix qui compensaient le manque de régularité de certains de ces archétypes, notamment pour Phoenix, comme c'était un des premiers qui m'est venu en tête. Et pour ça, je me suis tourné sur l'histoire de ces decks, et notamment Phoenix, c'est aussi un deck qui a un petit peu existé en moderne, où il y a eu d'autres itérations, et donc on a joué d'autres menaces à côté de Phoenix, et donc c'est sur ces cartes-là que je me suis tourné. Maintenant, je suis pas non plus convaincu que ça permettra d'avoir un deck de limité suffisamment intéressant. Je suis pas non plus convaincu que ça fonctionnera assez bien, mais j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne. En fait, moi je suis convaincu que ça va donner un deck de limité intéressant. Ça, je pense que c'est vraiment pas... je m'inquiète pas du tout là-dessus. Mais par contre, je pense que ça peut te donner le sentiment que tu joues pas un deck Arclight Phoenix, alors que dans les faits, t'as Phoenix dans ton deck. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que il y a plein de manières différentes de venir toucher à la règle de Singleton. Il y a des manières de faire qui ne sont pas juste briser la règle de Singleton. C'est, par exemple, je pense à un cube qui, je crois que ça s'appelle Mystic Mirror, ou je sais plus exactement, mais en gros, le principe de ce cube, c'est de dire qu'à la fin du draft, tu choisis 2 cartes de ton pool et t'en gagnes une copie supplémentaire. Je trouve ça hyper rigolo, parce que ce que ça vient dire, c'est que ça te permet d'avoir un deck plus concentré autour d'une synergie ou d'une stratégie, même si techniquement t'as pas brisé la règle de Singleton dans le cube. Il y a évidemment le cube compagnon qui te permet aussi de dire, au début de chaque game, tu vas choisir une carte
Et cette carte, elle est considérée comme étant ton compagnon, même si c'est pas une créature, hein, ça peut être un rituel, voilà. Et par contre, c'est l'ancienne règle du compagnon, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer 3 mana pour l'un des objets de votre main, c'est juste vous y avez toujours accès, mais c'est pas comme un commandeur, hein, c'est-à-dire que une fois que c'est mis au cimetière, c'est remis au cimetière, vous pouvez pas l'envoyer en command zone évidemment. Mais ces différentes logiques, ce qu'elles viennent dire, c'est comment est-ce que je viens essayer de résoudre les problèmes de régularité, voilà, dans un environnement dans lequel j'essaie de recréer des decks de construits qui sont stables, qui ont une stratégie justement un peu originale. C'est aussi ça, une des choses, c'est que ces decks-là, en général, tous les decks qui interagissent avec le cimetière, en général, ils vont exploiter au maximum une interaction, pas forcément une combo au sens je gagne la partie, mais vraiment une combo de cartes, qui une synergie très très forte et centrée autour de 2-3 cartes. Et du coup, pouvoir avoir de la redondance sur ces choses-là, ou de la régularité, c'est ce qui fait qu'on a le sentiment de jouer ce truc-là. Parce que si c'est des one-off dans un deck, on peut aussi se retrouver dans une situation où en fait on le joue pas de l'intégralité de la soirée, et dans ce cas-là, on n'a pas le sentiment d'avoir joué ce deck-là. Je suis d'accord avec le sentiment et je pense que c'est une tension que j'aimerais résoudre. Et pour le moment, le choix que j'avais fait, c'était plutôt de ne pas me tourner vers ces changements de règles ou ces règles maison pour ne pas rajouter de la complexité au cube. Parce que un certain nombre des archétypes présents dedans sont pas forcément les plus évidents. Arclight Phoenix, on est quand même sur un deck qui cherche à faire quelque chose de très particulier. C'est vraiment un plan en plusieurs étapes. D'abord, mettre votre Phoenix au cimetière. Alors vous allez avoir plusieurs manières. Ensuite, rencontrer la condition pour le réanimer, lancer plusieurs sorts. Et donc c'est un enchaînement de choses qui fait que dans le draft et dans votre construction de deck et ensuite dans votre partie, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Et il y a un certain nombre d'autres archétypes qui ont cette même complexité, en tout cas des choses à prendre en compte. Et donc je m'étais éloigné de ces règles. Après, peut-être que je me trompe et que tu me diras, non, ça a l'air relativement simple. La reste des cartes me semble pas inconnue au bataillon, donc peut-être que des règles maison pour renforcer cette émulation de deck du passé sera intéressante. En fait, ça dépend vraiment de l'objectif de ton cube. C'est pour ça que je commençais par te poser cette question-là, c'est que au final, j'ai vraiment l'impression de revue des discussions que j'ai eues avec Tobias, mais pas, les conclusions sont pas forcément les mêmes. C'est juste que c'est des natures de questions un peu similaires. C'est-à-dire que si ton objectif principal, c'est t'as envie que tes joueurs et tes joueuses ils aient le sentiment de jouer d'anciens decks de construit. Évidemment, c'est pas la même chose que s'ils jouaient vraiment le deck de construit, mais ils ont l'illusion, le sentiment, ils ont un effet de nostalgie. Et pas juste des cartes de l'époque, mais des decks. Dans ce cas-là, il faut que le résultat qu'ils obtiennent soit suffisamment proche, au moins dans les sensations et dans les vibes de ce truc de l'époque. Et donc, évidemment, comme on est sur des formats limités, principalement singleton, etc., on va nécessairement avoir des compromis. On va pas pouvoir se permettre d'avoir exactement les decks de l'époque. Mais par exemple, ça me fait penser au cube de 100 cartes, la proposition de Antonin qu'il avait faite pour le Cube Challenge, le premier Cube Challenge, où il avait proposé un cube moderne qui voulait émuler le moderne de l'époque. Et son angle d'attaque, c'était de dire, il n'y a que 100 cartes dans le cube, mais à chaque fois que tu prends une carte, tu en obtiens un playset pour la phase de construction. Et ça, c'était justement une pirouette hyper intéressante, parce que là, je pense que tu pouvais avoir vraiment le sentiment de jouer des decks modernes de l'époque, parce que tu pouvais, alors tu n'allais pas forcément jouer 4 à chaque fois, mais tu te dis je peux jouer 2 trucs comme ça, 3 comme ça. Si jamais j'ai pris Bursting Pod, j'ai 4 Bursting Pod potentiellement, ou 3 Bursting Pod dans mon deck, et peut-être que c'est ça ce dont j'ai besoin pour avoir la consistance voulue pour mon deck, etc., etc. Et je trouve ça hyper intéressant, cette approche qu'il a eue pour justement s'affranchir en fait d'une contrainte qui, d'une certaine manière, va à l'opposé de son objectif. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire un cube hyper intéressant, hyper chouette, sans venir ajouter des règles maison. Mais j'avoue que je serais surpris que tu atteignes ton objectif en ajoutant aucune règle maison. Moi, c'est plus, ou en tout cas sans toucher du tout à la logique de c'est du singleton. Parce qu'en fait, intrinsèquement, les decks que tu essaies d'émuler ne sont pas singleton, et donc c'est déjà très très différent, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a aussi l'aspect où on n'a pas tous le même référentiel de nostalgie, et du coup, ça me va si l'émulation n'est pas la même pour tout le monde. Et donc je pense que le compromis était là aussi, où me dire, moi si j'ai qu'un seul Phoenix dans le cube, je suis content, je sais qu'il est là, je sais qu'il est représenté. Alors même si c'est que symboliquement, ce qui est un peu bête, on parle quand même d'un vrai système de jeu là,
mais symboliquement, moi, ça me va. Là où peut-être que ça fera pas écho à d'autres joueurs, mais ils arriveront quand même à monter des decks, même s'ils n'ont pas l'écho à quelque chose qu'ils ont connu ou non. S'ils passent un bon moment tout de même, ça me va. Ouais, mais du coup, est-ce que tu penses pas que ça veut dire que tes joueurs ils vont passer à côté du propos du cube et est-ce que du coup c'est vraiment un objectif pour toi le fait que les gens ils arrivent à émuler d'anciens decks de construit, ou est-ce que c'est juste que toi tu as choisi un pool de cartes qui fait partie de ces environnements là, mais où derrière c'est juste un environnement basé sur le cimetière et les gens ils créent des decks originaux à partir de ce pool de cartes, ce qui est pas la même chose en fait. Encore une fois, j'ai pas regardé la liste en détail, j'ai jamais joué le cube, tout ça c'est hypothétique, hein, mais... Non, je suis bien d'accord, et pour le coup c'est des questions intéressantes, et est-ce que j'aurai une réponse maintenant? Je suis pas sûr. Et ce n'est pas le but dans tous les cas, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Ça me donne envie d'essayer de deviner des choses avant de regarder la liste, donc je vais tenter des guesses, et je propose que à partir du moment où je me trompe, on va dire 3 fois... Juste avant que tu essayes de faire des guesses... Il a tout cassé mon groove. Pardon. Il y a 2 archétypes qui sont pas encore très bien définis sur 10. On est sur des archétypes bicolores. Ok, donc un archétype égale un deck? Plus ou moins. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que j'ai l'impression que c'est casse-gueule de faire ça. Donc j'ai l'impression que ça a plus de sens de dire il y a des decks et... Mais du coup, je suis surpris que tu aies des archétypes bicolores. Je me serais pas attendu à ça. Je me serais plutôt attendu à ce que il y a des decks et c'est peut-être pas parfaitement réparti dans les couleurs, mais c'est pas grave. C'est rigolo. Ok, ça marche. Ok, est-ce qu'il y a Ogak? Non. Tam tam tam. Voilà, sachant que ce que j'essayais de dire avant qu'il me coupe la parole de manière honteuse, c'est je m'arrête à 3 erreurs. 3 erreurs, je m'arrête. Il n'y a pas Ogak et ça ose me dire que ça cherche à émuler des decks de construits sur le cimetière, mais c'est un putain de scandale. Je crois qu'on a suffisamment de cubes dans la région avec Ogak. On est d'accord qu'il y en a juste un seul? C'est déjà trop. D'accord, ça marche. Charles, sache que je fais de mon mieux. Voilà, je fais vraiment de mon mieux pour défendre les couleurs d'Ogak, mais je ne suis pas aidé à cette table. Ok, je m'y attendais pas. Celui-ci c'était mon call un petit peu sûr. Qu'est-ce qui pourrait être vraiment... est-ce qu'il y a le Spider-Man à 4 mana d'Ymir? C'est la 4/4 pour 4 qui devient une copie d'une créature du cimetière en arrivant en jeu. Je pense qu'il a été dans les considering à un moment. Il n'y est plus. Aïe, deuxième erreur. Putain, le truc c'est que ce qui pour toi c'est de la nostalgie, pour moi c'est des trucs récents, donc c'est un scandale. Regardez-le, l'ancien. Ouais. Est-ce qu'il y a Past in Flame? Quasiment sûr qu'il y est. Si jamais il me dit non, mais là moi je rends l'antenne. Il y est. Ok, d'accord. A priori il y a un archétype un peu Stormy. Stormy, je sais pas si j'irai jusqu'à ce stade-là, mais un peu Spellslinger. Ok. Du coup j'ai envie de tenter une carte, mais je pense qu'elle y sera pas. Donc je vais plutôt dire il n'y a pas Underworld Bridge. Là, il va me dire qu'il y a et que son truc est pas Stormy, mais je vais lui casser la figure. Non. Ouais, il y a pas. Ok, donc ça c'est bon. Est-ce qu'il y a Bridge from Below? Bridge from Below. S'il n'y a pas Ogak, il n'y a pas Bridge. Tu peux jouer Bridge sans Ogak. Je sais. Bridge a été un deck qui a été joué des années sans Ogak. C'est un scandale. Je demande réparation. Comment est-ce que tu peux dire s'il n'y a pas Ogak, il n'y a pas Bridge? Non, je pense que dans l'inconscience collective, Bridge a énormément fait avec Ogak. Plus que... Oui, mais en fait, je t'assure que Bridge, ça a été joué bien avant Ogak. Hein. Vraiment, Bridge, il y a une raison pour laquelle Trolley tombe Golgari s'est été banni. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Waouh, ok, d'accord. Eh ben, j'annonce avant même de regarder la liste que c'est un cube de merde. Voilà, j'ose le dire. Je suis bien d'accord. C'est le moment où je vais regarder la liste. Voilà, j'ai fait mes 3 erreurs. Je te laisse prendre la tablette. Ça me fait rire parce que donc pour l'instant je suis là, je regarde juste les gold cards et ce qui me rend fou, c'est à quel point il y a des cartes qui vont tellement pas dans le même deck. Et du coup ça me questionne énormément parce que je me dis mais il a des archétypes, Est-ce que tu peux nommer les cartes en question? Bah tu vois, quand je vois The Lost of the Damned et Sprite Dragon, alors mon raisonnement c'est mais je peux jamais jouer les 2 cartes dans le même deck, quoi. Sûrement. Je vais t'en trouver d'autres. Hein. Ouais, il y a des chances. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Hein. Ça suffit. Hein. Donc Shambling Shell, voilà, c'est une carte nulle, et Colossal Grave River, c'est une carte trop forte. Ouais. Non, sur celle-là, Non, mais je plaisante. Waouh, mais c'est pareil. Tu vois,
Cruel Celebrant et Unburial Rites. Mhm. Je trouve ça rigolo parce que j'imagine pas dans un deck type Amalia, etc. Alors là, il n'y a pas Amalia, mais dans des decks aristocrates, Unburial Rites, c'est vraiment pas une excellente carte parce que tu vas souvent payer 5 mana pour ramener une petite créature. Donc c'est plutôt une carte de Reanimator, mais qui effectivement là est dans des couleurs où je vois bien que le reste, c'est clairement de sacrifier des bêtes et faites des trucs. Après, là, du coup, t'es en train de regarder une carte gold et Mhm. une carte avec une double identité colorée, en tout cas deux couleurs. Oui, complètement. Oui, non, mais Là, pour le coup, est-ce genre- qu'il y en a une qui Non, mais est vraiment un post pour l'instant, je suis pas en train de dire il y a un problème. Je suis en train de dire Ouais. je suis circonspect, ça m'interroge. Je dis pas que j'ai raison. Mm. Chaos Defiler, ça c'est doux. Hein. Ouais, ça fait partie des cartes qui vont nécessiter du testing. Donc je viens de voir tes cartes Dimir, et donc j'imagine que tu as une logique de meule avec Dimir. Mhm. Ce qui est amusant, c'est que quand tu as autant de decks qui vont chercher à remplir leur cimetière, Mm. un deck qui gagne en vidant le cimetière de quelqu'un, c'est soit extrêmement nul parce que ça le fait pas assez vite et donc ça buff l'adversaire, Mhm. soit c'est turbo broken Mm. parce que ça veut dire que tout le monde se tue tout seul. Ça, pour le coup, c'est une des interrogations sur l'archétype. Et du coup, il y a beaucoup de cartes qui ont été choisies en fonction de ce dilemme. Ok. Ok, donc maintenant les artefacts, des trucs pour sacrifier, etc. Ok. Je pense que j'aimerais que tu, à la fin de la liste d'artefacts, Ouais. que tu fasses un guess sur un deck. Bah, il y a KCI, mais en même temps, j'ai pas l'impression que t'es le support. T'as suffisamment de support pour KCI? J'arrive pas à savoir. T'as pas les cartes qui récupèrent les artefacts du cimetière. Je crois que tu peux pas faire des boucles avec KCI, donc c'est pareil, t'as pas ce qu'il faut pour jouer Eggs. Bon, évidemment, t'as Asmo, mais ça, je l'avais vu dans les cartes Golgari, dans les cartes Rakdos. T'as Hollow One, mais c'est un one-off, donc c'est pareil, c'est pas une stratégie. Non, je suis pas sûr de voir ce que tu aimerais que je vois, je suis pas sûr que je vois. Non, je suis satisfait pour le moment. Ok. Voilà. Ok. J'arrive au vert. Il y a Birthing Pod. Mhm. Ou Pilou. Bon, Birthing Pod, évidemment, je m'y attendais. Parce que à partir du moment où tu m'as dit émuler des decks de construits, bon, le premier deck que les gens ils ont envie d'émuler, c'est Pod, parce que Pod c'est trop cool. C'est très dur à faire fonctionner en cube, beaucoup plus que ce Bizarrement, qu'on croit. Pod, c'est une carte qui est rentrée très tard. Et je pense que c'est pas l'application à laquelle tu penses. D'accord. Bah, du coup, je sais pas pourquoi elle est là. Pour l'instant, je suis un peu à l'aveugle. Je vais pas te mentir, Tim. Je vois des bribes de choses, mais pour l'instant, je me dis pas ah là, je vois un deck de construit apparaître. Et blague à part, je pense vraiment que c'est lié au fait que Singleton. ouais, en fait, quand Mhm. je vois un Six et un Vengevine, bah, je vois comment elles peuvent rentrer dans le même deck. Mhm. Mais ça me dit pas ah bah du coup il y a un deck Vengevine, parce qu'en fait je me dis bah non là même si je joue Vengevine et Hollow One dans le même deck, j'ai pas un deck Hollow One en fait, Mhm. parce que là, les chances que je puisse, alors j'ai pas encore regardé s'il y avait les Burning Inquiry, les trucs comme ça, mais en fait même si je le fais, la probabilité que j'ai la bonne carte dans la main elle est très très faible, donc c'est plutôt des mauvaises cartes. Ce qui est important, c'est d'avoir la redondance pour que même si tu foires une partie de ta main, t'as ce qui reste dans ta main. Là j'ai pris un exemple un peu extrême, mais il y a un peu de ça. Yatarmo. Bien sûr. Évidemment, Yatarmo. Mon héros. Le héros de tous les Tarmo. Voilà, donc il y a Basking Road. Voilà. Donc pour moi, évidemment, il y a Hollow One, mais dans les decks intentionnels. Mais Mais c'est ça, la question, c'est de quelle forme va prendre Hollow One dans un environnement Singleton. ouais. Bah, en général, les cartes qui permettent d'enable ça de manière suffisamment consistante, c'est des decks qui vont jouer énormément de tuteurs. Mais comme tu essayes de justement rester dans des trucs acceptables, bah, le problème c'est que t'as pas Survival of the Fittest, tu vois. Et ça, c'est vraiment une carte qui dit je peux rendre viable des stratégies de construit en singleton. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je pense que c'est intéressant de comparer ton cube dans une certaine mesure à celui de Tobias, donc le cube Duel Commander, c'est que là où vous vous retrouvez à des problématiques un petit peu similaires, c'est que en fait, la raison pour laquelle le Duel Commander c'est un format aussi power, c'est que le Duel Commander arrive à faire fonctionner des synergies qui ne devraient pas fonctionner en singleton sans carte, notamment en utilisant énormément des tuteurs et de la redondance. Je me demande si ce que ça va faire, c'est qu'on va pas avoir le sentiment de jouer des decks de Duel Commander plutôt que des anciens decks de Modern et Standard. Parce que, en gros, l'idée c'est que il y a des decks qui ont joué avec Survival of the Fittest, alors t'as pas Survival, tu vois, mais il y a des decks en Duel Commander qui ont joué Basking Root, voilà, Hollow One et Vengevine, parce que du coup t'avais la possibilité de, pour 3 mana verts,
pouvoir justement tout enchaîner, tout tuteur, tout mettre au yard et ensuite réussir comme ça à casser ton truc et derrière tu faisais au gag en plus dans le même tour. Et en fait c'est intéressant parce que ça rendait ces trucs viables, mais c'était viable uniquement parce que tu avais une carte qui allait te chercher 3 cartes en fait sur 100. Et le problème de ces combos avec des guillemets, c'est que justement elles marchent pas dès que t'en as une qui manque. Ah, t'as mis Ripples of Undeath. Ok, j'arrive au noir. Le noir c'est hyper rigolo parce que c'est exactement la enfin, comment dire, dans un cube sur le cimetière en général, soit les cubes ils décident d'avoir des déséquilibres dans les couleurs, soit le noir c'est la couleur avec la plus grande tension où il va y avoir un milliard d'énableurs. En fait, dans une armure, c'est un peu comme le cube d'Antonin où alors, lui il a complètement assumé à fond le vert est la couleur la plus représentée, les archétypes sont tricolores, hein, mais dans Waka's Garden, le jardin de Waka, l'idée c'est que le vert est présent dans tous les archétypes parce que dans un cube land basé sur les terrains, c'est pas possible, tout le monde veut jouer du vert. Et là, c'est le genre de truc où intuitivement beaucoup de decks ont envie de jouer du noir parce que il y a beaucoup de synergies qui sont offertes à partir du moment où tu remplis ton cimetière. Mais c'était une des volontés et oui, il y avait cette surdominance du noir quand j'ai pas commencé à faire de cut. Et c'était aussi j'avais envie de faire un cube où toutes les couleurs sont jouables parce que toutes les couleurs ont été jouées et énormément de decks ont pu profiter du cimetière, peu importe qui jouait du noir ou non. Après, à voir si il y a quand même pas une surtension sur le noir parce que ces archétypes seront naturellement meilleurs ou non. Tu feras attention, Reanimate, c'est un peu au-dessus de pas mal d'autres cartes de ton cube. Hein. Ouais, il y a des chances que ça parte. C'est un peu au-dessus de Cremate. Cremate gagne son duel contre Reanimate, mais c'est un peu moins bien. Je pense que P1 Cremate. Hein. Tous les jours. Dans ce cube, c'est pas horrible, mais je prendrais quand même Reanimate au-dessus. Après, est-ce que tu as gardé en tête les cibles de réanimation ? Oui, j'ai en tête le fait que jouer le drop 4 de mon opponent, ça a l'air très très fort. Ce qui est très fort avec Reanimate, c'est que t'as pas besoin d'aller chercher un truc énorme. Mais oui, il y a pas Archon of Cruelty, ça c'est très triste. Mais il y a Great Titan, ça c'est cool. C'est bon. On a passé l'endroit qui était tendu. Je ne parlais pas parce que j'étais en train de regarder les drops de bleu et que j'étais terrifié. Mais heureusement, il n'y a pas Tassaz Oracle. Non. Dieu merci. Non. Bon, par contre, t'es un terroriste parce que je viens de voir tes 2 drops 1 bleu. Donc je vais pas faire de commentaires dessus pour l'instant et je te dirai après pourquoi c'est mal. Oui. Voilà. Mais non. Alors attends, est-ce que je peux les revoir parce que j'ai oui, un doute. Edron Crab et Ruin Crab. Oui, donc je pense qu'il y en a un des deux qui va dégager. En avoir un, c'est pire qu'en avoir 2. C'est moins fort, donc c'est plus problématique. En réduisant tes chances de l'avoir au premier tour, ça veut dire que tu vas pas équilibrer ton fort. Donc pour ceux et celles qui connaissent pas Crabe d'Edron ou Crabe des Ruines. Donc le truc c'est que celui que je veux garder c'est Edron Crab. Oui. Et juste, oui, ce sera très fort. Mais personne n'utilise Edron Crab pour se mêler soi-même. Baptiste l'a fait et c'est nul. Enfin, il faut pas faire ça. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Crabe d'Edron et Crabe des Ruines, donc ce sont des petites créatures bleues à un seul petit mana, respectivement une 0-2 et une 0-3, et en fait ils ont un effet. C'est touche terre. Quand un terrain arrive en jeu sous votre contrôle, vous pouvez meuler. Et donc, Crabe des Ruines, c'est chaque adversaire meule 3 cartes. Et Crabe des Drons, c'est le joueur ciblé meule 3 cartes. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que donc, la meule en format 40 cartes, c'est extrêmement puissant. Hein, évidemment, c'est beaucoup plus facile de meuler votre adversaire quand il a 40 cartes de ce deck que quand il en a 60 ou quand il en a 100. Et touche terre, meuler 3 cartes, c'est bien. Un fetch qui fait meuler 6, c'est mieux. Et le problème de ces créatures, c'est que en fait, c'est l'équivalent d'un Ragavan dans ce format. C'est-à-dire que vous allez jouer ça au tour 1, si vous l'avez dans votre main de départ. Si l'adversaire il n'a pas une réponse, un truc qui lui permet de le tuer instantanément ou le plus tôt possible, en fait, vous allez juste dire je joue un fetch à mon deuxième tour, tu me le 6. Potentiellement, j'ai une interaction maintenant qui fait que si tu essaies de me le tuer, je vais peut-être protéger mon crabe, il va pas mourir. Et en fait, vous allez juste jouer des interactions et tuer l'adversaire en posant vos terrains. C'est des cartes extrêmement oppressives, c'est pas des cartes très intéressantes, et vraiment elles ont un power level beaucoup trop élastique. C'est-à-dire que piocher tard dans la partie c'est pas incroyable, au premier tour c'est écrasant, c'est le meilleur drop 1 qui existe, genre c'est souvent meilleur que Mer des Runes en limité. Et il faut vraiment avoir une densité de removal à 1 mana qui est bien supérieure à ce que je pense que tu as actuellement dans ton cube pour que ce soit intéressant. Probable. Donc, voilà. Donc moi je recommande très très vivement de les enlever. Dans le Chillbell Cube de Baptiste, à la base, il avait mis Crabe des Troncs justement pour pouvoir enable de l'automill. Mais c'est vraiment une fausse bonne idée.
Alors, c'est pas exactement le même power level, mais en vrai, je pense pas que ce soit si différent parce que t'as. En fait, le power level, il est pas si élevé. Il y a des bonnes cartes, mais c'est correct. Et je me souviens, le deck que j'avais joué à l'époque sur mon premier draft du Shield Blue Cube, c'était donc un deck avec Crabe des Drons. Et j'avais juste 2 ou 3 manières de le protéger, 3-4 manières de le récupérer de mon cimetière. Et je jouais genre 7 Fetchland. Voilà. Et vraiment, c'était très très dur de perdre, quoi. Je mulliganais à 5 cartes pour l'avoir dans la main et ça me faisait gagner les parties. Ça marche. Ah, c'est rigolo. Donc t'as mis Raise the Pass, Return to the Ranks. L'idée c'est d'essayer d'avoir donc de jouer un peu Winnie mais avec des Second Sunrise, Fate Reward. T'as suffisamment d'ex pour que ça marche? Ou est-ce que c'est vraiment basé plutôt sur... C'est une vraie question que je me pose pour Second Sunrise et ce genre de... Quand t'as dit egg tout à l'heure mais que t'étais pas sûr de la densité, moi j'étais content que t'aies pensé à ça. Et du coup j'étais aussi en mode bah ouais, ça confirme que va falloir tester sur le nombre d'artefacts qu'on peut jouer, qu'on va avoir. Et en même temps je me disais que la plupart des artefacts qui vont rentrer dans egg seront pas joués, voulus forcément par les autres archétypes. En fait, donc, ça c'est le problème de pas mal de trucs. Donc c'est un truc dont j'ai pas encore parlé. Le défaut des decks de construit, c'est que ils ont des stratégies qui sont souvent tellement extrêmes qu'ils vont avoir, dans le contexte du cube, énormément de cartes parasitiques. Des cartes qui vont intéresser personne d'autre qu'eux. Là, je pense que c'est pas trop ton cas, notamment parce que tu as une thématique commune du cimetière. Donc effectivement, tu cours beaucoup plus le risque d'avoir des decks soupes que d'avoir trop de cartes parasitiques. Mais ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des archétypes qui en auront aujourd'hui. Si tu veux faire fonctionner KCI, tu vas devoir rentrer une quantité de cartes dans le cube qui n'intéresseront personne d'autre que KCI. Et donc ça veut pas forcément dire qu'il faut assumer à fond un vrai deck KCI avec absolument tout ce qu'il y a pour soutenir KCI. Ça veut pas forcément dire que KCI il a pas sa place. Ça se trouve KCI il est intéressant comme une pièce qui n'est pas KCI. Par contre, ce que ça me fait me dire, c'est rigolo. Donc là, voilà, là, j'ai plus ou moins terminé la liste. C'est bon, là, je suis arrivé à la fin des cartes blanches. En gros, ce qui est rigolo, c'est de voir à quel point, au fur et à mesure que je passais la liste, j'ai régulièrement eu des réactions de type « Ah, il y a cette carte, il y avait un deck qui portait le nom de cette carte. Est-ce que ce deck est présent ?» Parfois, c'était plus ou moins le cas. Parfois, c'était pas tellement le cas. C'est-à-dire que par exemple, KCI, donc t'as essayé de mettre KCI dedans ou juste il y a KCI mais pas le deck KCI? Je suis vraiment plus parti de Egg et Egg fonctionnait sans. C'est ça ce que je voulais dire, c'est que en fait, là actuellement dans ta liste, il y a KCI. Le premier réflexe que j'ai, c'est que comme le pitch du cube, c'est on va émuler des decks de construit, du coup, je pense qu'il y a le soutien pour KCI. Et donc c'est un mauvais signpost, en tout cas c'est un signpost exactement. Mais pour moi, tu as différentes manières d'aborder le problème. Soit tu peux avoir une logique qui est que les decks possibles sont exhaustifs. C'est-à-dire, tu dis, voilà les decks. En fait, au lieu d'avoir des archétypes bicolores qui sont nommés, tu as des decks de construits qui sont nommés. Et peut-être que tu n'en as pas 10, mais que tu en as 15. J'ai une connerie ou moins, j'en sais rien. Et ça peut te permettre que les gens ils sachent que bah ça c'est pas soutenu et que si la carte est là, elle est là pour soutenir, mais c'est pas elle qui est soutenue. Déjà ça peut être un truc un peu intéressant. Le gros défaut évident, je pense que j'ai pas besoin de te l'expliquer, c'est que ça sous-entend que les gens savent de quoi ils parlent. Si jamais tu écris un nom de deck qu'ils ont jamais vu ni d'Eve ni d'Adam, bah en fait ça leur fera une belle jambe et ils sauront pas quelle carte gravitent autour. Mais au global, je me rends compte que c'est pas évident d'arriver à faire ce que tu veux sans qu'il y ait un peu des signaux qui sont pas toujours hyper clairs. Et c'est très difficile de soutenir certains de ces decks-là. Par contre, je pense pas que ce soit impossible. Pour le coup, je suis d'accord. Et il y a beaucoup de decks que j'aurais aimé inclure qui n'ont pas été, notamment parce que soit on en revient à la discussion précédente sur le Singleton. Notamment, j'avais très envie d'essayer d'avoir un archétype Collected Company. Mais s'il y a Collected Company, c'est un effet relativement unique dans Magic. Et donc, en avoir qu'un seul exemplaire, c'est un peu en mode trop bien. Et le problème, c'est que quand vous avez énormément de drop 3 dans votre deck, si vous n'avez pas votre Collected Company, vous êtes coincé à faire un seul play par tour et c'est à chier. Donc, il y a... De manière générale, c'est difficile d'émuler des decks de construit et donc ça demande toujours de faire des compromis à un endroit, soit sur l'objectif, soit sur le fait d'avoir une règle élégante, pure et simple. C'est un peu l'un ou l'autre. Et moi, je crois que de plus en plus, mes aspirations en tant que créateur de cubes, en tant que designer, elles vont vers faire des expériences qui sont un peu plus assumées, quitte à faire des compromis sur certains aspects de règles, de machin. Mais justement parce que
mon objectif, c'est que ce que je voulais pour le cube se retranscrive et que l'expérience que je visualise, elle soit là. Parce que moi, je suis un peu biaisé forcément, j'ai plusieurs cubes et aujourd'hui, j'ai un cube où j'ai fait justement tous les compromis dans l'autre sens. C'est le Simple Cube. Où, donc pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un bar cube, c'est-à-dire pas de jetons, pas de token, pas de moyen de shuffle son deck. Et c'est un cube où toutes les cartes sont en français, toutes les cartes sont dans des frames classiques, les cartes sont relativement simples. J'ai vraiment fait le cube de l'accessibilité. Donc forcément, j'ai une expérience qui est hyper épurée et hyper élégante. C'est pas forcément le cas des autres cubes que je vais créer dans le futur et qui, eux, se permettront un peu plus d'exception, un peu plus de complexité parce que justement, j'ai un autre cube qui, lui, pallie à ça si jamais j'ai besoin d'avoir un cube accessible. Je comprends que parfois ce soit difficile de faire des compromis sur ces trucs-là, mais je reconnais que c'est un gros défi en fait d'émuler un deck 60 cartes avec des cartes en x4. Tu saurais me dire la liste des decks maintenant que j'ai vu la liste dont tu t'es servi comme inspiration? Tu disais que tu avais des archétypes bicolores aussi, mais du coup, à quel point ça se superpose, à quel point ça se superpose pas? Alors, donc on va commencer par les plus simples. Du coup, en Izet, on a dit Arclight Phoenix. Ok. En Golgari, ça ressemble à quoi pour toi? Alors, faudrait que je revoie les Gold pour me souvenir parce que je l'ai juste vu malheureusement, rapidement. je crois que les Gold ne seront pas exactement celles qui t'indiqueront le plus. En fait, j'ai l'impression que y a des moyens de se meuler. Mhm. Il y a des moyens de se meuler. Donc, moi, j'aurais envie de dire que ça ressemble à un truc Dredgy réanimator un peu, quoi, ce genre de truc. Ouais, globalement, on est sur du dredge, mais pour l'accessibilité et le niveau de power level que je voulais, on se retrouve plus à un dredge de popper à base de Lotless Giants et Dread Return. Alors, Dread Return est extrêmement fort, on est d'accord. Mais le kill est plus un Lotless Giant ou un effet Sir Conrad, où globalement, vous allez mettre énormément de cartes de créatures au cimetière et vous allez avoir un effet drain de vie sur une créature qui va faire l'effet du kill. Ça marche. C'est rigolo, effectivement. Maintenant, du coup, c'était pas forcément bicolore en blanc-bleu. On en a déjà parlé. Globalement, KCI, du coup, ça met des trucs au cimetière. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai l'impression d'être à l'école et que je me trompe. Non, bah c'est peut-être aussi. Il faut du contrôle, je sais pas. Non, c'est surtout. C'est qu'il y a un no more lies qui vient me. Voilà. Oui, le no more lies est. Je pense que, à mon avis, là, me fait pas deviner. Enfin, c'est peut-être que. Après, le truc, c'est peut-être que tu veux avoir prendre des informations, mais c'est vrai que là, globalement, je pense que j'ai à peu près dit ce que j'ai perçu et je sais pas si je vais être en mesure de dire beaucoup plus. Tu vois, par exemple, là, je suis en mode. Ça fait partie. Tu vois, ça pour moi, ça va pas dans le même deck que ça, donc du coup, je suis perdu. Ça fait partie des archétypes les moins bien définis qui, globalement, toutes les golds ici sont sujettes à changement, sauf une que j'ai vraiment envie de laisser. Ok. Mais voilà. Pour revenir sur blanc-bleu, c'est globalement egg. Et blanc-bleu, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir accès à des sorts de réanimation de masse, d'artefacts ou de créatures, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Egg, qui en moderne à l'époque ne jouait pas forcément que blanc-bleu, notamment on avait du noir pour avoir accès aux saisies. Ici, l'idée c'est que c'est un archétype qui est plus flex sur les couleurs, notamment parce qu'on va jouer beaucoup de petits rocks qui vont pouvoir fixer, donc à voir ce qui pourra s'intégrer dedans. Mais la base, c'est des artefacts qui vont se sacrifier, que tu vas pouvoir réanimer, globalement faire le tour de ton deck, et normalement il y a un Labman ou un Jace qui permettent de gagner à la fin, et 2-3 petites cartes pour les ramener. Dimir, on a dit c'était meule, c'est quoi le twist? J'ai vu qu'il y avait une créature qui meulait en attaquant, mais je saurais pas te dire c'est quoi le twist. Globalement, le twist, c'est que ça revient sur un standard un peu obscur. Avec les rogues? C'est ça. Rogue. Et il y a pas mal de rogues qui vont pouvoir entrer également dans un archétype un peu plus tempo, que ce soit... On est d'accord qu'ils font pas... Enfin, ils meulent pas du tout, eux. Hein. Alors, en eux-mêmes, non. Ça va être un rogue, soit le lord qu'on a vu en Gold Post, soit une petite 1-1 noire. Thief Guild Enforcer de mémoire. Oui. Mais du coup, t'as pas beaucoup de moyens de meuler ton adversaire. C'est juste... Non, globalement, ça va être plus entre tempo. Et le truc, c'est qu'en standard, ce deck rogue avait souvent la capacité à tuer au point de vie avant de tuer à la meule. Donc, mais en fait, c'est pas un deck meule. C'est juste... C'est un petit peu comme dans mon cube Arto où t'as des cartes qui punissent le fait d'avoir des artefacts. Et c'est ça que ressemblent les menaces d'aggro. Là, l'idée, c'est que t'as des cartes qui vont venir punir le fait que l'adversaire a rempli son cimetière. Ça peut être ça. Dans ce cas-là, je te recommanderais vraiment d'y aller mollo sur les effets de meule dans ces couleurs-là pour que ton plan de jeu soit pas de deck l'adversaire
Mais Mais que globalement, ce soit juste d'atteindre le seuil de cartes rapidement. il y a relativement peu de cartes qui disent. Enfin, il y a les 2 crabes dont on a parlé, d'à quel point Ouais, mais ils peuvent la être Vrasse me agressifs. paraît très hors sujet en fait dans un archétype qui se veut plutôt agressif. Disons que la Vrasse était plus là pour avoir la possibilité de transformer Dimir en un archétype contrôle, parce que sinon il n'y en a pas d'autres. Et je me demandais sur pas d'archétype contrôle dans ce cube, est-ce qu'il en faudrait pas un au moins pour plaire à tout le monde, essayer de proposer une expérience plus variée. Voilà, ça c'est plus encore une question en suspens. Est-ce que j'ai envie d'y répondre maintenant? Je suis pas sûr. Est-ce que la Vrasse est vraiment pertinente pour le moment? Probablement pas. En fait, je pense que ça dépend uniquement des objectifs. C'est-à-dire que tu peux faire un cube où il n'y a pas d'archétype contrôle et tu peux faire un cube où il y a un archétype contrôle. C'est pas déterminé par une loi cosmique qui dit c'est mieux ou c'est moins bien. Mais par contre, ça dépend de tes objectifs. Ce que je peux t'assurer par contre, c'est que si tu souhaites qu'une même bicolorité, elle corresponde à un archétype, à un deck entre guillemets, une manière de jouer, je peux te confirmer qu'il ne faut pas mettre une Vrasse dans ton deck créature agressif. Et en plus, Ouais, 10 000 aggro, c'est rigolo, tu vois. Pour le coup, c'est original et ça n'existe pas trop. Donc c'est bien. Juste, pardon, je viens de me rendre compte qu'on l'a peut-être pas précisé. La Vrasse dont on parle, c'est Singularity Rupture. Donc Vrasse en Dimir qui détruit toutes les créatures, mais qui dit que l'adversaire se meule de la moitié de son deck. C'est pour ça que... Voilà. En fait, tu veux pas jouer une Vrasse dans un deck créature quand bien même il y a écrit meule. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que tu veux pas dire qu'il y a un archétype meule. Ce qui peut être agréable, c'est d'avoir le sentiment d'avoir des cartes qui vont bénéficier du fait que l'adversaire a des cartes dans son cimetière et c'est pas la même chose. Je pense que je l'aurais pas vendu comme un archétype meule, et notamment Dimir aurait été, avec le sous-thème Rogue, quelque chose qui se rapprochait plus de tempo, notamment en volant, ce qui était plus désigné pour Izet, des cartes qui vont réduire leur coût, enfin des bonnes bêtes de haute curve qui réduisent leur coût en fonction du nombre de cartes dans votre cimetière, de cartes d'éphémères dans votre cimetière. Mais pour le coup, les rogues, ils bénéficient du fait que l'adversaire ait des cartes dans son cimetière, donc c'est pas la même chose. Pour le coup, c'est 2 archétypes différents, non? Ouais. On est d'accord. Okay. J'essaie de me projeter. Mais ça, pour le coup, ça fait partie des archétypes qui me donnent envie, où tu vois, je me dis, ah, mais c'est rigolo. Pour le coup, 10 000 aggro, ça se voit pas trop. Et effectivement, si tout le monde remplit son cimetière en permanence, ça a l'air fort d'avoir des cartes qui disent, ah, si mon adversaire il a X dans son cimetière, je suis renforcé. Après, il faut voir à quel point c'est supporté, mais oui. Gruul. Alors, Gruul, j'en ai pas la moindre idée. Alors, vraiment. En fait, je me suis dit, je vois qu'il y a écrit Delirium sur les deux. Sur les trucs, mais en fait, c'est que je n'ai pas vu. Quand j'ai regardé la liste, j'ai pas de deck qui m'a sauté aux yeux. Globalement, parce que ça va plus se rapprocher d'un noir vert rouge, il y a de fortes chances pour que le deck veuille splash. Ça prend beaucoup de cartes d'un deck de standard récemment, donc Gruul, Delirium, pardon, avec un certain nombre de cartes de Duskmourn, qui avait le mot-clé. Mais c'est aussi un deck qui va pouvoir voler à des cartes plus connues de moderne, notamment Tarmogoyf. Indirectement, ça a une capacité Delirium. Donc complètement. Et à côté de ça, y a un certain nombre de cartes qui vont à la fois profiter du Delirium. Je pense que la carte la plus iconique, c'est FOMO, Fear of Missing Out, qui est à la fois un enabler, 2 types de cartes sur une seule, et qui en même temps a l'effet le Delirium lui-même. Pour renforcer la logique type de carte dans le cimetière, Pyrogoyf, voilà, c'est complètement en accord avec le power level du cube. Je pense, c'est bien. Hein. Ouais, ça se met bien. Voilà. Donc on disait, oui, Rakdos, en fait, il y a Asmo, mais à côté, pour moi, c'était pas très clair. Quand j'ai vu Chaos Defiler, je me suis dit que ça avait pas de lien avec un archétype Défausse, alors que j'ai l'impression que le reste a l'air de fonctionner là-dessus. Disons que Rakdos a un peu le cul entre plusieurs chaises, et qu'il n'y a pas un deck particulièrement ciblé, mais globalement il y a un petit côté réanimateur mid-range. On va pouvoir réanimer des créatures, mais qui vont pas dépasser un certain power level ou une certaine mana value. Et à côté de ça, on a beaucoup de cartes qui sont soit là pour être un enabler au fait de défausser, et donc on va retrouver ce dont tu parlais, le Hollow One, et des cartes qu'on n'a pas mentionnées, mais qui vont profiter du fait de défausser des cartes. Donc il y a un archétype juste auto-défausse. Alors à voir à quel point il est viable. Et à côté de ça, l'auto-défausse, tu mets des cartes au cimetière et donc tu peux profiter de ces cartes d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de déco. Asmo en elle-même, est-ce qu'elle est considérée comme un deck? Est-ce que je considère que c'est le deck Hollow One Rakdos? Pas spécialement.
Donc, ensuite, on a fait Dimir, on a vu, Analyse, on a vu, clac, clac, clac. Donc oui, blanc-vert, j'ai l'impression que ça va jouer sur des logiques de ramener des petites bêtes en jeu. Mais en même temps, j'ai pas eu l'impression que tu as rentré des combos. Alors, je l'ai probablement plus en tête, mais s'il y a des combos à base de Saphir X d'auteur, où globalement on va pouvoir faire des ETB infinis. Ensuite, il faut trouver le moyen de l'utiliser. Mais globalement. T'as réveillé arc Oui, de ouais, mémoire. ok, donc t'as une combo. Voilà. Mais en même temps, les moteurs de sacrifice, ils ont l'air d'être plutôt en noir. Donc en fait, tu vas plutôt vouloir jouer Abzan si tu joues ça. Non ? Il y a des chances. Ok, ça marche. Voilà. Là, pour le coup, je dis pas le contraire. Donc on le disait tout à l'heure, je vois il y a Cruel Célébrante, il y a Bartholoméo en Orzhov, il y a Lurus, donc effectivement tout ça invite plutôt à penser à aristocrate, le fait de sacrifier plein de petits trucs. Mais pour le coup, je vois pas quel deck t'émule. Parce que globalement, en fait, tous les archétypes qui touchent au blanc sont ceux qui ont eu le plus de mal à être définis et qui ont le moins d'écho. C'est ceux dont je suis le moins satisfait et qui. Mais c'est pas la bonne mécanique, ça. Echo, c'est notre mécanique. Effectivement, merde. Non, c'est globalement ça fait la couleur blanche et la raison pour laquelle je voulais pas parler de ce projet de cube à la base parce que j'en étais pas satisfait. L'occasion s'est présentée donc j'en parle et ouais c'est ça, c'est ceux où j'arrive pas à trouver un truc qui me plaise à moi. Pas qu'il y en ait pas, hein. J'ai parlé de Collected Company tout à l'heure, oui je pourrais trouver des moyens de le faire fonctionner, mais du coup je perdrais le côté cimetière avec une Coco. Donc voilà, des idées j'en ai, c'est juste j'arrive pas forcément à être satisfait. Et ensuite, donc il y a Boros et Golgari. Donc Golgari, au final, tu m'as dit, c'est globalement un peu de Reggie, mais dredge de Popper. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Donc on est bien d'accord, tu joues un peu réanimator. Mais il n'y a pas de vrai archétype réanimator, j'ai l'impression. Non. Malgré le fait que t'es persiste, des trucs comme ça, mais t'as pas non plus cherché à mettre les instants réanimators parce que les threads sont trop naissantes. C'est ça, en fait, c'est au début, je voulais mettre Arc 2 réanimator, mais du coup, ça se rapprochait plus du Legacy. Et pour adapter les play patterns de Legacy au power level que je voulais pour ce cube, c'était une sacrée galère, ça ressemblait plus. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'on t'est arrivé à Rakdos et je vois pas ce que c'est. Et donc Boros, je vois donc t'as des cartes de la nouvelle Strixhaven, t'as Showdown of the Skalds, très 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 bonne carte de Boros, hein, c'est une carte hyper qui fait du card advantage et qui met beaucoup de power sur le board en général. Ouais, j'arrive pas trop à savoir si c'est plus agressif ou si c'est plus cimetière parce que j'ai l'impression que ça va pas dans le même sens. Sur le coup, Boros, à la base, ce que j'avais en tête vraiment à la toute base, c'était de m'inspirer de l'archétype de draft de Strixhaven. Donc les cartes qui quittent le cimetière, c'était l'archétype de hate en fait, par excellence. Exiler des cartes du cimetière. Pour X et Y raisons, ça a commencé à moins me plaire au fil que j'ajoutais des cartes. Et du coup, il a fallu que je retrouve quelque chose pour Boros. Ou alors, peut-être que la solution que je trouverais, c'est pas d'archétype Boros, mais je vais rajouter d'autres cartes, faire un autre deck à côté. Mais du coup, là, ce qu'on peut voir dans les Gold, en face de nous, on a Arden Academic. Un petit Kyrol qui, lui, est toujours de la nouvelle Strixhaven. La première mascotte... Non, c'est la première ou deuxième ? Ça, c'est la deuxième Strixhaven. Deuxième Strixhaven. C'est pas le même power level, tu verras. C'est ça. Une Arania, donc carte de Spider-Man, et Showdown. En fait, j'en suis arrivé à la conclusion que le fait d'avoir des cartes qui quittaient le cimetière, on n'avait pas une densité d'effets qui me plaisait. En tout cas, ça suivait pas en termes de power level, donc il a fallu trouver autre chose. Et notamment Arden Academy, qui est une carte qui est jouée actuellement en standard, mais du coup c'est un standard très récent où globalement on aime défausser. Arden est un moteur de défausse en Boros. Et du coup on a des cartes comme Cool But Rude, qui inflige des points à distance, encore une carte de Universes Beyond, qui inflige des points à distance quand vous défaussez des cartes. Et donc c'était vers ça que ça se tournait. Puis ensuite je me suis rendu compte qu'un certain nombre des cartes qui avaient des effets quand une carte quitte le cimetière prenait des marqueurs +1/+1, et est venu le sous-thème marqueur +1/+1 qui, comme tu l'as vu avec les cartes dont on a parlé, est pas forcément très bien inclus ou visible. Mais c'est pour ça que ces golds-là sont présentes. En fait, ce qui me fait un peu rire, c'est que j'ai l'impression que la structure du raisonnement que tu as, c'est tu pars de deck qui te parle, tu mets les cartes, t'es pas aveugle, tu vois bien qu'il y a des trous dans la raquette parce que telle carte, t'en aurais besoin d'en avoir 4 et en fait, t'en as qu'une seule et il n'y a pas d'équivalent. Celle-ci, tu trouves des petits remplaçants, mais bon, voilà. Du coup, tu crées un petit réseau de synergie en te disant, ok, je vais rajouter telle carte pour que ça fonctionne. Et ensuite, tu te dis, ah, mais du coup, opportunité, je pourrais mettre ça et ça marche. Et en fait, ça, c'est un super raisonnement pour faire un cube.
Sauf que ça fait pas du tout deck de construit. Je suis d'accord. Et sur certains, j'avais l'impression que ça fonctionnait pas trop mal. Notamment quand dans Delirium, je me retrouve à avoir des cartes qui ont pu être jouées dans une espèce de The Rock en moderne, ou en tout cas des archétypes mid-range. Ça, j'étais plutôt content de revoir que ça pouvait faire écho à des decks auxquels j'avais pas pensé à la base. Pour d'autres, comme notamment Boros, Selesnya, c'est là où je me suis heurté à un mur de le raisonnement s'arrête et j'ai pas de conclusion satisfaisante par rapport à ce que je cherche. Si j'essayais un petit peu de wrap this up, un peu de conclure l'ensemble, je dirais qu'il y a plein de choses hyper chouettes dans ton début de liste, et je vois pas mal des raisonnements que tu as eus. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que ton intention de départ, elle est mieux que la concrétisation du résultat, mais pas parce que je pense que c'est pas possible ou que c'est pas faisable ou quoi que ce soit, mais parce que je crois qu'effectivement, tu as eu des raisonnements qui donnent un meilleur cube, mais qui donnent pas le cube que tu avais en tête. Ouais. Du coup, moi je crois que je t'inviterais sur ta prochaine itération à vraiment sauter à pieds joints dans ton idée de départ. Garde cette liste comme un premier support, évidemment. Repars pas de from scratch. Quoique tu pourrais quasiment repartir de from scratch par rapport à ce que je vais dire, mais je pense pas que ce soit nécessaire. C'est de te dire, ok, je vais juste lister des decks. Et pour moi, la contrainte est libératrice, c'est vraiment une valeur en design, mais qu'est-ce que ça donnerait si je n'ai pas le droit de mettre des cartes qui ne sont pas dans ces decks? Donc déjà, je vais juste faire la liste des decks que j'aime bien. Je vais mettre les cartes de ces decks. Et ensuite, je regarde la tronche que ça. Et là, je me dis, ok, c'est quoi le problème? C'est quoi qui manquerait? C'est quoi le souci? Est-ce que c'est qu'il y a il me faut des redondances sur des trucs? Si oui, pourquoi? Sur oui, quel truc, etc. Et notamment, ça te permettrait de faire un truc... Tu vois, quand je vois ton questionnement sur Dimir, où tu te dis, est-ce que je veux qu'il y ait contrôle de viable? En fait, pour moi, c'est aussi là que tu vas pouvoir le définir. Si jamais tu as envie d'avoir un deck contrôle, bah... peut-être qu'il faut que tu trouves un deck qui joue avec le cimetière et qui a un deck contrôle et qui te plaît. Et c'est ça qui te permettra d'implémenter les cartes qui permettent de faire un peu ce deck-là. Dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ce que tu as essayé de faire. C'est-à-dire, les cartes que tu as rajoutées, elles ont fait des ponts entre les différents decks, à la fois pour rendre draftable en créant de la redondance ou des trucs comme ça, mais à la fois pour éviter je prends uniquement les cartes qui correspondent à ce que je veux faire et j'ignore toutes les autres et c'est pas intéressant. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais ce que je trouve dommage, c'est que j'ai le sentiment que les decks les passent vraiment au second plan. Et je pense que vraiment, il faut les mettre en avant. Tu vois, si jamais tu présentes des structures, des archétypes quand tu présentes ce cube-là, à terme, moi, je pense que c'est les decks qu'il faut que tu présentes. Tu présentes rien d'autre, tu vois. Et évidemment, tu les expliques. Le but, c'est pas juste de dire voilà le nom et il date de 2017 et puis niquez-vous. Mais par contre, je pense que ça a du sens. Et moi, j'adore, par exemple, tu vois, quand tu dis en fait, vert noir, c'est réanimateur en popper, où le principe, c'est je vais meuler l'intégralité de mon deck, ranimer un Outlet Giant et te tuer. Bah, je trouve ça hyper cool. Alors, c'est beaucoup plus dur, voire impossible à faire en one shot sur un deck de 40 cartes parce que t'as pas cette créature dans le deck. Mais par contre, dire j'ai ça et il faut que j'ai un autre moyen de te mettre d'autres pions, bah ça, c'est pas choquant en fait. Ouais, et c'est ça où la réflexion était d'autant plus intéressante que tu voulais la densité de créatures. Du coup, j'ai mis énormément de créatures qui meulent, et ces créatures sont en verte notamment, et ça synergise avec le vert, mais c'est aussi juste des créatures qui peuvent attaquer. Alors certaines sont mieux statées que d'autres, mais c'est quand même intéressant. Je pense que c'est aussi là où je perds l'esprit, c'est ce que tu disais, des decks en eux-mêmes, c'est que c'est vraiment le choix entre deux opposés de faire un cube que j'avais envie d'être absolument viable, où je m'étais dit je mets des cartes pour faire le bon élève. Alors, j'ai toujours envie d'être le bon élève, et faire un cube où tant pis si l'expérience de draft est peut-être moins agréable, moins intéressante, mais si le résultat final du jeu est plus simulant, on va dire. Je pense qu'il y a une autre chose, je le conscientise là vraiment, ça me frappe comme une forme d'évidence. Pour moi, il y a une autre raison pour laquelle, quand j'ai parcouru ta liste, ça a été difficile pour moi de ressentir des vibes qui disaient ah oui, il y a ce deck à l'intérieur. C'est tout bête, c'est le fait que la structure du cube se base sur des decks de plein de méta et de plein d'époques différentes.
Et c'est pas un problème en soi, d'accord, c'est pas un truc que tu dois changer. C'est plus que, en fait, c'est normal de ne pas voir des masses se dégager quand t'as des choses qui appartiennent à autant de choses différentes, quand c'est autant éclectique. Et c'est pour ça que je pense que c'est d'autant plus important d'avoir des signposts, mais pas forcément pour parler des gold cards, hein, tu vois, vraiment juste des cartes, des choses qui vont venir dire « Ah, mais je peux drafter un deck Birthing Pod ». Le truc, c'est qu'aujourd'hui, même si tu avais toutes les créatures de ta chaîne de pod, bah en fait, le problème, c'est que tu n'as qu'une seule pod. Donc, d'une manière ou d'une autre, je crois que les seuls decks où tu n'aurais pas besoin de trouver une astuce sur comment solutionner le j'ai qu'une seule carte de chaque, c'est des decks qui sont un peu souples, en fait. Parce que eux, justement, leurs cartes sont plus interchangeables. Et moi, je pense que ce qui va être fun, c'est de proposer des gameplays différents, des gameplays variés. Donc, à terme, moi, j'ai l'impression que tu trouves ta propre astuce. Laquelle, je sais pas. Mais ça me paraît effectivement le passage obligé pour que tu puisses dire bah en fait là j'ai drafté un deck Holo One, mais oui mon deck il faisait pas exactement comme le Holo One de construit parce que j'avais d'autres trucs, mais en tout cas je sais que c'était un des éléments phares, un des éléments clés. Et c'est rigolo parce que j'ai écouté un épisode de Recross the Past il y a très peu de temps qui parlait de ce cube dont je te parlais là, le cube du miroir, voilà, miroir mystique, ou je sais plus exactement ce que c'est, le nom exact du cube, où tu as 2 cartes dont tu vas avoir un exemplaire supplémentaire. Une des choses que je trouvais extraordinaire, c'est qu'il expliquait que à la fin du draft, les gens disaient moi j'ai drafté un deck X et Y. C'est hyper important pour les enjeux de ton cube, les objectifs que tu as, c'est hyper important que tes joueurs et tes joueuses puissent identifier leur deck. Puissent dire moi j'ai drafté ça aujourd'hui. Tu vois, là aujourd'hui, ce soir là on a cubé mon cube Arto, et à la fin quand je réfléchissais à comment est-ce que j'allais nommer ce que j'avais drafté, au final je m'apprêtais, donc je disais ok, j'avais Lurus en compagnon, donc c'était un deck Lurus. Ah ouais, mais j'avais Topter Fonderie, et voilà, du coup avec Sword of the Mix, peut-être que je mets ça. Puis en fait je me suis rendu compte ouais mais en fait j'avais aussi ça dans mon deck, j'avais aussi ça, en fait c'était un petit peu soupe. Ouais, en fait, je joue juste 4 couleurs Lurus. Alors que je pense que j'aurais eu un deck beaucoup plus focus autour d'une stratégie principale qui était assembler ma combo avec donc Sword of the Mix et Topter Fonderie. Ça aurait été le cœur de ma stratégie. J'aurais dit que je jouais un deck Fonderie of the Mix et c'est tout, et avec Lurus en compagnon. Et là, en fait, au final, c'était pas ça le cœur de ce que je jouais. Le truc, c'est que toi, ce que t'aimerais pour que les gens aient ce sentiment de revivre des decks de l'époque, c'est que la manière dont ils appellent leur deck, c'est le nom du deck de l'époque. Donc tu as envie que ce qui drive l'identité de ce qui draft, c'est l'identité de ce deck. Et donc il faut que cette identité, ce soit elle qui domine quand tu es en train de construire. Et cette identité, ça veut pas dire que c'est la liste copie conforme. C'est juste, faudrait pas que la majorité de tes joueurs draftent des trucs qui n'existent pas en mixant des cartes de ton pool. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça atteint pas tes objectifs. Mais à moins que tu me dises que tes objectifs, c'est pas que tes joueurs ils ressentent ton intention de départ. Je pense qu'il va falloir que je me repose la question de ce que je veux faire avec le cube. Parce que quand tu me disais ça, j'ai Cauldron Familiar juste en face de moi et je me disais, bah si, moi ça me ferait marrer que j'ai un gars qui me dise, j'ai joué une base Chafour avec Birthing Pod. Je sais pas, genre Birthing Pod avec Chafour et ma Birthing Pod va me chercher genre un effet sac, enfin. Peu importe, genre moi ça me ferait marrer. Je sais que ce serait pas le but premier, mais mes joueurs auraient pris des cartes qui ont marqué un format, et ils en auraient fait quelque chose de nouveau. Bah c'était pas ce pourquoi ils étaient designés à la base, ce pourquoi que ce soit par Magic ou par moi dans le cube, mais s'ils ont passé un bon moment, ça aurait été satisfaisant pour moi à la fin. Et juste le fait de revoir Chafour jouer comme en standard ou avec un nouveau twist, je pense que j'aurais été content. Dans ce cas-là, peut-être qu'une autre manière d'amener le cube, et c'est un peu moins fort en termes d'identité, mais peut-être que ça va mieux atteindre tes objectifs, j'allais dire tes objectifs secrets, c'est pas secret, mais c'est dans le sens, t'essayes de conscientiser ce que tu veux vraiment, donc j'essaie aussi de le comprendre. Peut-être que tu peux raisonner, non pas en deck, mais en termes de package. C'est-à-dire, tu dis, ok, il y a le package Holo One, c'est-à-dire, il y a Holo One plus Vengevine, plus Basking Root Walla, plus Faceless Looting. Et du coup, ça rejoint aussi l'idée dont tu parlais tout à l'heure de lister les decks dont j'ai envie et de pas sortir de ce pool de cartes. Et du coup, là, si
je prends pas toutes les cartes du deck, mais juste le package le plus intéressant, ça me permet déjà de sélectionner et de... Voilà, et en fait l'idée c'est que si tu raisonnes comme ça, peut-être que l'identité de ton cube c'est plus Constructed All Stars, et en fait le propos, la manière dont tu pitches le cube, c'est tu dis pas aux gens vous allez drafter des decks de construit, du coup t'as plus besoin de leur vendre une expérience où tu vas devoir solutionner les questions de régularité, mais t'es en train de dire en fait ce cube va s'inspirer du construit à travers l'histoire entre telle année, blablabla, dans tel format. Peut-être que c'est bien quand même de les identifier. Ouais. Tu vas y mettre des synergies, tu vas y mettre des packages, des groupes de cartes qui synergisent entre eux et qui sont emblématiques. C'est-à-dire, par exemple, si tu voulais t'inspirer du moderne, du vieux moderne, qui est à l'époque justement de Splinter Twin, tu pourrais très bien mettre les cartes de la combo Splinter Twin. Ouais. Et en fait, derrière, ça veut pas forcément dire que le reste du deck, ça va être le deck de moderne de l'époque, parce que peut-être que tu vas justement jouer des cartes plus récentes qui marchent avec, et peut-être que tu as Bloodbraid Elves et Liliana, et en fait, faire Bloodbraid Elves dans Liliana, peut-être que quelqu'un qui arrivera à le faire, et ça, c'était un play à l'époque de Jund, qui était très emblématique, qui était très très fort, et ça, c'est, en termes d'identité, c'est solide, et ça va transmettre tes vibes. Mais par contre, si tu dis... c'est le deck June de l'époque, mais là tu risques de décevoir parce qu'en fait ce sera pas ça, parce que tu pourras pas faire Tarmo dans Tarmo. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Je peux pas faire de fausses promesses à moins que le cube permette vraiment de réaliser l'expérience plus ou moins précise. C'est exactement ça que je pense. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes. Alors peut-être qu'il y en a aussi... Je pense que sur les cartes dont je vais parler, il y en a peut-être la moitié, c'est juste parce que je suis trop vieux et que je connais pas les decks de construit qui jouent à ces cartes-là. Mais il y a vraiment beaucoup de cartes qui en fait ne me parle pas par rapport à du construit. C'est-à-dire, oui, je la connais, c'est une carte de cube, mais en fait, je serais incapable de te dire où est-ce que ça a été joué en construit. Et en fait, pour moi, les decks qui ont joué ça, c'est pas des decks qui m'ont marqué. Et du coup, il y a plein de cartes de ce genre qui sont de la glu, que tu as mise pour créer des passerelles, pour que ça se tienne, pour avoir de la redondance. Le problème, c'est que du coup, elles nuisent à ce sentiment de... premier truc que tu avais dit, nostalgie. Et aussi de revivre des moments en fait qui sont liés à ces trucs-là. Mais par contre, tu vois, t'as mis Pod, je pense que c'est... Pour moi, il faut que tu mettes Kitchen Finks, tu vois, si tu mets Pod. Et t'as pas besoin de mettre toute la chaîne de Pod, mais juste mets Kitchen Finks, mets Murderous Redcap, et juste permet aux gens de pouvoir faire des combos créatures, quoi. Parce que t'as qu'une seule Pod, donc ça c'est fine. Le but, c'est pas que tout ton deck soit un deck Pod. Mais vend aux gens le rêve de pouvoir revivre des chaînes de pod de l'époque, quoi. Je me demande si ces cartes-là en particulier, les cartes persistent, n'y étaient pas parce que j'avais pour idée de mettre... Ou s'il n'y avait pas déjà des effets, les créatures ne peuvent pas prendre de marqueur. Faut que je revoie, peut-être que c'était dans les versions précédentes. Et du coup, j'avais pas envie que ce soit juste des sacs à outlets infinis. Bah ouais, mais c'est ça qui est fort. Justement, ça l'était peut-être trop. Ou peut-être qu'il faut que je ligne, que je me penche c'est sûr que quand ton deck Golgari, il va jouer une Shambling Shell qui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une 3-1 pour 3, dont Golgari. Donc c'est une carte bicolore, je rappelle, qui dit vous pouvez la sacrifier pour mettre un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée et il a Dredge 3. Oui, c'est vrai que Splinter Twin, ça a l'air fort. J'allais pas mettre un Dredge 7 dans 40 cartes. Bah tu peux. Non. C'est pas interdit. Oui, c'est pas interdit, mais... Oui. Mais, et je dis pas qu'il faut le faire, mais par contre, si tu veux dredge, faut dredge. Voilà. Il y a d'autres moyens de se meuler que de dredge. Mais on est bien d'accord. En tout cas, pour conclure, déjà je te remercie énormément, Tim, de m'avoir montré ce premier draft de liste. J'espère que... Pas de soucis, c'était un plaisir. J'espère que cette première discussion, elle t'a permis d'un petit peu mieux comprendre ce que tu souhaites et ce que tu souhaites pas. C'est possible que une partie des conseils que j'ai donnés, en fait, au final, seront passés à côté de la plaque parce que je me serais plutôt concentré sur sur ce que je comprenais de ta vision ou sur une vision qui, moi, pourrait me donner envie par rapport à ton idée de départ et qu'en réalité, ce cube n'est pas ou n'est pas amené à être. Mais l'avenir nous dira ce que sera ce cube et à minima... Alors moi, j'adore les synergies cimetières, déjà. Mais l'idée d'avoir un mélange entre d'un espèce de boomer cube et un cube cimetière, vraiment d'essayer à la fois d'avoir une thématique mécanique et à la fois avoir un cube de la nostalgie, moi je trouve ça très très cool, même si je sais que ma nostalgie et la tienne ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas la chance d'avoir ta juvénilité. Tu peux redire ça ? J'aurais aimé voulu. Okay. Allez. Terminons cet épisode avec notre section
sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Tim, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, j'aimerais qu'on parle de Chant des Damnés. Donc, c'est un éphémère qui dit que pour un mana noir, vous ajoutez autant de mana noir que vous avez de cartes de créatures dans votre cimetière. C'est pas mal. Ça peut faire mieux que Messe Noire. Ça peut faire mieux que Messe Noire. Ça peut aussi faire beaucoup moins bien. Et globalement, c'est ça que j'aime dans la carte. Les cartes de rituel, donc les cartes qui vont ajouter du mana, ont quand même la tendance à être assez fortes et à rentrer dans un archétype assez vite. Lequel ? Storm. Oui. Voilà. Question, par rapport à Messe Noire, elle est jouée dans combien de cubes, ce petit Est-ce Chant que des tu vas Damnés ? me faire chercher Messe Noire ? Oui. Oh. Mais avec la magie du montage, on aura l'impression que tu l'as fait immédiatement. Et donc Song of the Damned joué dans 0,90% des cubes sur Cube Cobra, alors que Messe Noire est joué dans 13,80%, quasiment 14% des cubes. Waouh, c'est genre 15 fois plus, c'est débile. La différence est du tout au tout. Pourquoi est-ce que j'aime bien Song of the Damned ? J'aurais aimé voulu, oui. Tu peux parler, toi ? Oui, littéralement, tu peux. Oui, c'est bien ça. Donc, tu disais Stormy Storm, ça aime bien faire de la mana avec des rituels. Disons que les rituels ont souvent la capacité à être du mana inconditionnel, vont très rapidement vous faire du +1, +2 mana. Là où Song of the Damned va avoir un plafond beaucoup plus haut, pour atteindre ce plafond, il va vous demander du travail, c'est-à-dire qu'il va falloir soit attendre de pouvoir mettre des créatures au cimetière naturellement, en les faisant mourir, en les ayant joué précédemment, soit avoir une stratégie axée autour de ça. Donc on a parlé plus tôt dans l'épisode de Dredge, c'est une manière de remplir son cimetière très rapidement et de pouvoir utiliser ce rituel qui est Song of the Damned de manière plus faire. Une fois que vous avez mis la moitié de votre deck au cimetière, le fait que ce rituel vous fasse 6, 7, 8 mana me semble plus normal d'arriver, enfin ça devient un équivalent de sorte de réanimation pour une grosse carte ou plusieurs cartes. Là où un rituel comme Dark Ritual ou Cabal Ritual ? Ouais, Cabal Ritual. Cabal Ritual vont être génériquement plus forts. Pour ceux qui connaissent pas Messe Noire et Cabal Ritual, donc Messe Noire, pour un mana noir, vous faites 3 mana noirs, c'est aussi bête que ça, vous venez de gagner 2 mana. Cabal Ritual, c'est pour 2 mana, vous gagnez 3 mana noirs, donc c'est vachement moins bien, vous ne gagnez qu'un seul mana, mais ça a le seuil. Si vous avez 7 cartes ou plus dans votre cimetière, ça en fait 5. Donc en fait, c'est mieux. Ça vous a fait plus 3 mana au lieu de faire plus 2 avec Messe Noire. Voilà, c'est le Messe Noire en moins bien ou en mieux en fonction du nombre de cartes dans votre cimetière. Au final, c'est très proche de Cabal Ritual. C'est beaucoup plus proche de Cabal Ritual. Mais il y a quand même la condition du type de carte. Et ça peut faire beaucoup plus que 3 mana. C'est ça. Et donc, le plaisir, c'est d'avoir la possibilité de laisser à vos joueurs faire 12 mana, je sais pas, avec cette carte, ce qui est très drôle, on va pas se cacher. Et en même temps, ça permet d'éviter d'avoir des débuts de partie trop explosifs à base de Dark Ritual into double play, etc. Oui, j'ai l'impression que ce qui est cool avec cette carte, c'est que ça va venir récompenser vos decks combo. De la même manière que l'aurait fait des rituels, comme tu dis, comme Cabal Ritual, genre de truc. Mais ça ne va pas avoir ce côté de début de partie explosif, la partie est déjà pliée alors que mon adversaire n'a pas eu le temps de jouer. C'est vrai que je mets peu ou pas de rituel dans mes cubes. Le cube où je l'ai fait, c'était dans le cube artefact, justement parce que c'était une manière d'aider justement les decks Storm à se lancer. Maintenant, ça ne marcherait pas dans le mien parce qu'il n'y a pas cette créature, mais j'aime beaucoup la carte. Je suis surpris qu'elle soit plus jouée. Je pense que pour le coup, elle fait partie des cartes que c'est pas que les gens les sous-estiment, c'est que les gens ne la connaissent pas. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est parce qu'on en parlait off micro juste avant, il y a un biais sur Cube Cobra où les cartes les plus récentes vont être beaucoup moins mises, même si c'est des cartes très populaires. Et je pense qu'à l'inverse, il y a aussi des cartes très anciennes, pourtant très bonnes et qui ont pu être jouées à leur temps, qui sont un peu oubliées. Et probablement que Song of the Damned est soit trop niche, parce que quand même avoir beaucoup de cartes de créatures au cimetière, tous les cubes n'ont pas des archétypes qui vont vous permettre de faire ça. Mais voilà. Même si on parle pas dans les optiques 100% combo, moi une chose que j'aime beaucoup, c'est que dans un archétype self-mill, c'est une carte qui va vous permettre de pouvoir à la fois pouvoir jouer une grosse carte de votre main, mais si vous avez meulé tout votre deck et que dans votre cube vous avez des synergies, genre des sorts avec le flashback, en fait c'est une carte qui va venir vous permettre de jouer depuis votre cimetière tous vos sorts, mais d'une manière différente que le ferait une Mythic Mastery qui dit juste en fait je vais m'en servir pour jouer des cartes à 1000 mana. Non, là en fait c'est juste vous allez peut-être faire 10 mana d'un coup et avec ces 10 mana vous allez peut-être pouvoir jouer 2 sorts depuis votre cimetière ou bien jouer le spell dont vous avez besoin pour gagner la partie.
Et je pense que c'est ça le genre de truc qu'on veut faire. Enfin, je vois très bien comment ça peut rentrer dans un deck qui va jouer réclamation de Sévine. Vous le flashbackez pour 5, ça va ramener 2 trucs. Et en fait, il vous reste encore du mana, vous pouvez encore faire autre chose, etc. etc. Oui, je pense qu'il y a aussi la possibilité d'aller regarder vers les créatures Unearth. Je pense qu'il y a des créatures avec des coûts un peu importants. Et là, ce serait intéressant d'avoir ce type de rituel. Cityscape, Leveler, Toujours, tout de suite. Bah, plus c'est gros, Ouais. plus ça passe. Hein. Tout un building. Moi, la carte dont je vais vous parler, c'est aussi une carte en rapport avec le cimetière. Je me suis dit que c'était bien vu le contexte. Et ce qui est rigolo, c'est que nos 2 cartes, elles rentrent dans le même deck, mais elles sont complètement anti-synergiques, ou plutôt on va dire que il faut vraiment les cast dans le bon ordre. Moi, la carte dont je voudrais vous parler, c'est Moisson des Tombes, Reaping the Graves. Alors, pour la petite anecdote, moi j'ai commencé à jouer à Magic avec le bloc Carnage, et donc Fléau, c'est une des premières extensions où je jouais déjà quand elle est sortie. Voilà. Et parce que je pense que quand j'ai commencé à jouer, Légion était déjà sortie. Ça devait être tout le début de Légion, un truc comme ça. Donc j'ai connu la sortie de Fléau. Et donc moi j'ai découvert la fameuse mécanique de Reaping the Graves, qui est la mécanique de Storm. Et comme j'étais un gosse, et ben je comprenais absolument pas pourquoi c'était bien. Donc j'étais juste complètement con. Voilà. Mais passons. Moi je trouve ça beaucoup plus rigolo de jouer des torrents de feu où pour 5 mana je peux faire autant de dégâts que le plus haut CCM parmi les cartes que je contrôle. Ouais, voilà. Pourquoi faire des choses compliquées quand tu peux attaquer ton adversaire avec une 3-3 pour 5 ? Alors, moi je jouais plutôt des 6-6 vols double initiative piétinement qui peuvent booster leur attaque pour 10 mana. Et où tu payes 4 mana rouges pour pas la sacrifier à ton entretien. Dragon Tyran, ça c'était plutôt le genre de carte qui me faisait bander en Fléau, ou alors c'était des Slivoïdes. Revenons à Moisson des Tombes. Moisson des Tombes, c'est une carte qui m'a vraiment traumatisé étant gamin. Pour le coup, j'avais beau ne pas comprendre pourquoi Storm c'était fort, je savais pourquoi cette carte là elle était forte. Comme quoi, voilà, on peut vraiment avoir techniquement plusieurs neurones, mais juste avoir toujours pas compris comment les relier les unes aux autres. Moisson des Tombes, qu'est-ce que ça fait ? C'est un éphémère pour 3 mana dont un noir. C'est une carte donc qui a la mécanique déluge, c'est-à-dire que quand vous allez lancer votre carte, vous allez la copier pour chaque autre sort qui a été lancé avant lui ce tour-ci, que ce soit les vôtres ou celui de votre adversaire ou les deux. Et l'effet de Moisson des Tombes est extrêmement simple. Vous récupérez n'importe quelle carte de créature de votre cimetière, vous la mettez dans votre main. Donc si jamais il y a Storm 3, vous allez récupérer en tout 3 créatures et puis voilà. Donc c'est une carte qui vous permet de récupérer toutes les créatures de votre cimetière et les remettre dans votre main. Quand je dis toutes les créatures, évidemment, ça dépend du nombre de sorts qui ont été joués avant. Et Moisson des Tombes, c'est joué dans 0,58% des cubes sur Cubecobra, soit seulement 2248 cubes. Bon, la première raison pour laquelle je veux vous parler de cette carte, c'est parce qu'il y a une carte qui s'appelle Death Denied, Déni de la mort. Cette carte, c'est un éphémère et arcane qui coûte noir, noir et X. Vous récupérez X cartes de créatures de votre cimetière, vous les mettez dans votre main. Je suis désolé, mais juste on va avoir le combat Arcane Storm. Ouais. Ok, non mais c'est bon. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Cette carte, elle est jouée dans 1,59% des cubes sur Cubecobra, soit 6129 cubes. Et elle vous permet donc, je l'ai dit, de récupérer X créatures de votre cimetière en payant X mana plus 2 noirs. Là, pour 3 mana, et strictement 3 mana, on récupère une carte, minimum. Donc, c'est la même chose que si pour Déni de la mort, vous aviez payé X égale 1. Si vous voulez récupérer 2 créatures, il suffit qu'il y ait un sort qui ait été joué avant. Mais cette carte, elle vous a toujours coûté que 3 mana. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, ce que j'adore avec Moisson des Tombes, c'est que c'est une carte qui va venir se jouer très différemment si vous la jouez dans un deck un peu plus combo ou dans un deck un petit peu plus fer. Dans un deck un peu plus fer, vous allez peut-être juste attendre que votre adversaire joue un sort, puis vous allez le jouer et vous récupérez 2 créatures de votre cimetière. Ce qui est en fait à peu près le rate pour les cartes qui font ça. Mais vous allez peut-être pouvoir justement vous en servir pour il y a une bonne occasion, il y a un petit combat de voilà, vous jouez un petit combat de trick, votre adversaire joue une réponse, ok, puis derrière, voilà, et ensuite hop, vous récupérez 3 ou 4 cartes. Cette carte, ce que j'aime bien, c'est qu'elle va scale d'une manière qui est différente. C'est pas Death Denied qui dit fin de partie inéluctabilité. Moisson des Tombes, c'est une carte de timing et du coup elle crée des parties plus dynamiques. C'est pas un excellent top deck quand vous avez la main vide et votre adversaire aussi, mais en réalité c'est justement en fin de partie que ce genre de carte brille parce que c'est le moment où vous avez peut-être des cimetières très remplis et que la partie elle a stagné. Et donc moi je trouve ça bien que la carte elle dise pas instantanément ah ben je récupère 5 cartes de mon cimetière et j'ai gagné, comme le fait Déni de la mort. Donc c'est une carte qui va vous aider à récupérer vos cartes clés, mais vous pouvez aussi vous en servir, et c'est ça moi que j'adore, dans des decks extrêmement combos. Vous pouvez vous dire en fait je vais jouer un deck Storm qui va sacrifier plein de créatures avec mon Hôtel Phyrexian
Ensuite, pour 3 mana, je vais récupérer toutes les créatures de mon cimetière parce que j'ai déjà joué 5 ou 6 sorts. Et qu'ensuite, je vais pouvoir rejouer et resacrifier, refaire de la mana. Et ensuite, je tue avec mon kill de Storm. Ou alors avec autre chose. Bref, vous m'avez compris. Si vous jouez un deck aristocrate, cette carte elle est incroyable parce que vous allez vraiment pouvoir enchaîner des petits sorts, puis jouer ça, récupérer tout. Alors que si vous aviez joué des Lignes de la Mort, ça vous aurait pris tout votre tour. Hein. Et vous auriez peut-être même récupéré moins de cartes si ça se trouve. On sait pas. Donc, je trouve que c'est une carte qui n'a pas du tout les mêmes dynamiques. C'est pas du tout un kill de fin de partie. C'est pas du tout une carte d'inéluctabilité. Mais c'est une carte que je trouve plus amusante à jouer. Et je suis surpris qu'elle soit à peu près 3 fois moins jouée en fait. Je suis absolument d'accord que ça a l'air d'être une carte beaucoup plus amusante et intéressante à jouer. Mais je vois aussi le potentiel coût de complexité. Dans certains tours, c'est pas difficile de suivre le compte de Storm. Mais si votre deck n'est pas spécialement fait pour ça, Orzhov Aristocrate, globalement, c'est peu probable que vous tuiez avec un Tendril. Et Aristocrate Storm avec Tendrils, je modifie quelqu'un, de drafter ça, de prendre une photo, de me l'envoyer. Voilà. J'ai pas dit que c'était impossible. J'ai dit que je voulais le voir arriver, mais j'ai pas dit que c'était très classique. On veut du bonheur, c'est tout. On est d'accord. Je pense que c'est ça, c'est le coût de complexité de ta carte où il y a le côté Storm. Donc, il y a un passif associé à ce mot-clé. On est d'accord. Oui, je vais pas chercher à le nier. Je vais pas chercher à faire un déni de la mort. J'ai vraiment besoin que tu continues là. Non, je te laisse. Ça marche. On fait comme ça. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Tim. Merci Tim d'être venu et voulu parler avec nous aujourd'hui. Un plaisir. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Parbergri. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.